Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. À 2 jours d'une élection présidentielle incertaine, le peuple ivoirien s'inquiète de la montée des tensions à travers le pays. Des tensions attisées par la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. Des affrontements intercommunautaires ont fait au moins une vingtaine de morts ces derniers jours dans le pays. L'élection présidentielle prévue ce samedi en Côte d'Ivoire sera-t-elle possible? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes. Suivons. Au menu ce soir, on parle de la Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle à venir de ce côté-là. Élection le samedi 30 octobre prochain, une élection qui s'annonce de plus en plus incertaine avec de nombreuses violences perpétrées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce pays compte de nombreuses pertes en vies humaines depuis l'annonce de la candidature pour un 3e mandat du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens sont sortis massivement pour contester cette 3e candidature annoncée illégale selon la constitution ivoirienne, illégale selon l'opposition ivoirienne également, qui réclame un report pur et simple de cette élection et le retrait de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Nous en parlons ce soir avec vous et notre invité qui est déjà sur Zoom et qui nous attend, Michel Gali, qui est politologue, enseignant-chercheur en relations internationales, qui est déjà calé sur Zoom et qui nous rejoindra tout à l'heure pour ce nouveau numéro d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Alors, Michel Gali, bonsoir et merci de nous retrouver. Bonsoir. Heureux d'être des nôtres ce soir. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'élection présidentielle à venir, élection le 31 octobre prochain, le samedi 31 octobre prochain. Une élection qui s'annonce d'ores et déjà incertaine. Les troubles ont commencé après l'annonce de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara en août dernier. Comment sentez-vous le climat en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Alors, comme on dit, c'est un climat labile, c'est-à-dire incertain, fluctuant. J'ai donné effectivement, comme vous l'avez rappelé, des cours de politologie pendant 30 ans, et un politologue ne peut faire que des scénarios, c'est-à-dire des hypothèses. Comment ça va tourner? Il y a des sortes de rebondissements tous les jours. Peut-être vous avez suivi tout à l'heure Monsieur Afine-Guessan qui annonçait le ralliement de Thiam à l'opposition. Donc à chaque jour, peut-être à chaque heure, il y a des rebondissements. Et donc l'avenir est très incertain. Incertain du côté de la Côte d'Ivoire, vous le disiez, on compte déjà de nombreuses pertes en vies humaines dans de nombreuses villes du pays. On parle de conflits intercommunautaires, des conflits, les uns et les autres se rejettent la faute du côté de la Côte d'Ivoire. L'opposition accuse le pouvoir de jouer sur la fibre ethnique. Qu'en est-il vraiment? Que peut-on dire de cette situation qui se déroule dans de nombreuses villes de Côte d'Ivoire? Alors là, je voudrais un peu approfondir, si c'est possible. Je dirais que c'est en rien un conflit interethnique. Parce que ça, vous avez vu l'histoire du reportage, comment dirais-je, complètement dévoyé de France 24, du site de France 24, qui parlait de guerre entre musulmans et chrétiens. C'est pas ça. Les conflits interethniques qui, d'après l'interprétation des médias occidentaux, dégénèrent plus ou moins en guerre tribale, entre guillemets, c'est pas ça non plus. C'est un conflit éminemment politique. C'est un conflit autour de la Constitution. C'est une question de démocratie et ce n'est en rien un conflit interethnique. Par contre, localement, ponctuellement, comme ça a été le cas à Divo, ça a été le cas à Daokro, ça a été le cas en pays à Dioukrou, il y a des conséquences interethniques bien évidentes, notamment parce qu'il y a des populations qui viennent non seulement du nord de la Côte d'Ivoire, mais des pays du Sahel, soyons clairs, du Mali et du Burkina, ce qu'on appelle les Diala Dougou, les villages nordistes, qui sont d'ailleurs divisés très souvent, y compris politiquement, entre Sahéliens et nordistes ivoiriens, qui peuvent s'affronter avec les autochtones, que ce soit les Baoulés, que ce soit les Dida, que ce soit les Adioukro. Donc c'est un conflit éminemment politique qui ponctuellement peut avoir des conséquences interethniques. Eh bien, Michel Gali, est-ce que cette résurgence, parce que l'opposition a accusé le pouvoir de jouer bien évidemment sur la fibre ethnique, vu le nombre de morts récemment à Dabou, est-ce que ce nombre de morts ne risque pas de freiner les actions entamées par l'opposition, qui, il faut le rappeler, ont été largement suivies par les populations ivoiriennes?
Alors, je dirais, le nombre de pseudo-économistes citait des chiffres farfelus, et d'ailleurs, sans que ces journalistes d'une servilité absolument incroyable de TV5, de RFI, Boisbouvier est connu pour ça depuis peut-être 2000 ou 2002, sans qu'aucun de ces journalistes ne fasse une remarque, une critique, avalise ce genre de bobards, c'est absolument incroyable. Donc, je dirais que cette série d'actes de communication sont complètement loupés et donnent une image complètement pathologique d'un dirigeant, au fond, à bout de souffle, peut-être à bout de nerfs aussi, qui ne maîtrise ni son pouvoir, ni même sa parole. C'est quelque chose d'extrêmement grave de voir un peu le pouvoir à nu de cette manière. Michel Gali et Alassane Ouattara à bout de souffle, mais on sent le président serein quant à l'organisation effective de ce scrutin. Qu'est-ce qui donne autant de certitude au président Alassane Dramane Ouattara? Bon, il faudrait être dans la tête de Ouattara. Je me souviens qu'avant la chute de Ceausescu, les Roumains disaient on est 35 millions à vivre en l'inconscient d'un fou. Alors peut-être que c'est la même chose en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, je ne suis pas psychiatre ni psychanalyste, mais je dirais que visiblement, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte auto-référencé, qui vit comme beaucoup de dirigeants dans un monde clos avec des courtisans et qui ne sait pas en sortir, qui a perdu le contact avec le peuple ivoirien pour autant qu'il l'ait jamais eu, mais qui n'a pas de conseiller, si vous voulez, critique. Alors, moi, ça me rappelle beaucoup la chute de certains tyrans, de certains dictateurs, pour appeler les choses comme leur nom, et notamment de Blaise Compaoré. Je pense que la situation de Blaise Compaoré, qui est d'ailleurs, comme vous le savez, à côté de Ouattara, en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est le refuge de tous les chassés du pouvoir, de tous les despotes, ou d'ailleurs fils de despotes, il y a toute une influence pernicieuse autour de Ouattara. Et donc, je me souviens très bien, la chute de Compaoré, j'étais dans beaucoup de médias à l'époque, ça s'est passé en quelque sorte en direct. Jusqu'au dernier moment, il pensait qu'il allait réformer la Constitution, qu'il allait à nouveau se présenter contre la Constitution, qu'il allait se présenter contre le peuple. Il pensait qu'il avait l'armée avec lui et qu'il allait massacrer la foule, comme sans doute le pense Ouattara. Et puis finalement, je me souviens très bien, c'était sur, je crois, LCI, une grande télévision française, Delahousse me demandait, il va tomber dans combien de mois ou de semaines? Je disais non, Compaoré va tomber demain. Et il est tombé le lendemain. Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que c'est difficile de faire des prévisions. Donc, je dirais, un despote qui vit dans un monde clos, qui croit qu'il peut s'appuyer sur l'armée, qui croit qu'il peut massacrer les populations et se maintenir au pouvoir. Mais il s'illusionne, il s'illusionne. Au bout d'un certain moment, la solution militaire s'arrête net, ou plutôt les militaires, comme ça s'est passé d'ailleurs en Côte d'Ivoire, je me souviens très bien en 2000, par exemple, au moment de l'avènement de Laurent Gbagbo, se scindent, se retournent contre leur ancien maître et, au fond, prennent le pouvoir. C'est ce qui s'est passé très récemment au Mali. Donc, la situation internationale du Burkina Faso et du Mali est dans toutes les têtes à Abidjan, y compris dans l'armée, y compris, je dirais, dans les chancelleries, dans les ambassades. Si Ouattara ne cède pas, et à mon avis, il va céder, il va y avoir une transition politique et particulièrement civile, ce qu'on peut souhaiter, il y aura une solution militaire. Michel Gali, vous parlez de solution militaire. Le chef de l'État a fait mention de 35 000 soldats qui seraient déployés sur le territoire ivoirien. Serait-il en train de préparer une future révolte post-électorale en Côte d'Ivoire? Alors c'est certain, je crois que c'est un nom assez ridicule. D'ailleurs, le barrissement de l'éléphant, si je me souviens bien, cette opération de maintien de l'ordre ou plutôt de répression des populations. Mais vous savez, il ne faut pas s'illusionner par les uniformes. Les uniformes, derrière les uniformes, on disait à l'époque un peu gauchiste, derrière l'uniforme, tu restes un camarade, tu restes un être humain, tu restes un citoyen. Et on l'a bien vu en 2017, si je me souviens bien, au moment des mutineries dans l'armée ivoirienne.
quand les mutins se rebellaient à Bouaké, d'ailleurs pour des causes alimentaires, hein, mais ça commence souvent comme ça, on a envoyé une partie de l'armée supposée fidèle, hein, mais qui en fait, notamment, si je me souviens bien, c'était avec Ouattaraou, s'est arrêté à Yamoussoukro, parce que ces militaires étaient plus proches de leurs frères d'armes, hein, fût-ce-t-il FRCI, ancien militaire, etc., que du pouvoir. Et donc déjà, Ouattara a dû plier, à plusieurs reprises d'ailleurs, devant ces militaires, et il a eu certainement très peur, enfin, en tout cas, il a réalisé que son pouvoir, mis en place par ce que j'ai appelé à l'époque le coup d'État franco-ivoirien de 2011, était en fait très fragile. Tout cet édifice de constitution, d'élections complètement truquées à maintes reprises, au fond, s'évanouissait à la vue des médias et du monde entier devant une révolte de quelques mutins qui voulaient, si vous vous souvenez de ces noms pittoresques, des primes et Comores, etc., et qui voulaient au fond une rançon politique de leur acte d'insubordination depuis 2002 et surtout jusqu'en 2011. Donc il a déjà payé le prix fort, hein, devant l'armée. Il risque de le payer une dernière fois, comme d'autres dictateurs l'ont fait ou plutôt l'ont subi. Michel Gali, on a encore dans les mémoires la crise post-électorale de 2010. Étant donné que chaque parti en Côte d'Ivoire actuellement campe sur ses positions, le président Alassane Dramane Ouattara est déterminé à participer à cette élection. L'opposition campe également sur ses positions à elle, qui sont en priorité le retrait de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Se dirige-t-on irrémédiablement vers un probable remake de la crise de 2010 en Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre? Alors, vous avez raison de rappeler ce conflit soi-disant post-électoral, mais en fait, l'histoire et les acteurs ont témoigné, notamment la Cour pénale internationale. C'était un coup de l'armée française et du pouvoir sarkozyste de A à Z. C'était préparé, notamment en positionnant, par exemple, le général Bett à Ouagadougou, hein, comme ambassadeur, et des forces spéciales, en formant l'armée de Soro et de Ouattara, il faut pas l'oublier, hein, et en l'aidant logistiquement pour ne pas intervenir directement. Alors là, il y a un point commun et une différence. C'est que, à mon avis, on peut passer ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, et je suis pas personnellement, comme vous le savez peut-être, un de ses partisans, mais nul ne le voit en train de faire intervenir l'armée française dans Abidjan et dans la Côte d'Ivoire. Donc cette situation d'intervention militaire extérieure est a priori exclue. Alors, par contre, ce qui est comparable, c'est qu'il va y avoir effectivement, très certainement, des troubles au moment d'une élection qui finalement est impossible, puisque vous avez du côté du pouvoir Alassane Ouattara un candidat qui s'est représenté contre sa propre constitution et contre la décision qu'il avait prise 3 mois avant de se retirer, donc il s'est quand même contredit, voire ridiculisé devant le monde entier, en se présentant en quelque sorte de force, obligé, comme il dit. Et puis, donc, les candidats de l'opposition, à part le fameux KKB qui sert de faire valoir, qui se sont retirés progressivement de la compétition électorale, notamment certains on pouvait penser qu'ils allaient rester, comme Afin Guessan, qui s'est au contraire rallié à l'opposition, au fond, au FPI, au PDCI. Donc vous avez un candidat empêché, comme tout le monde sait, qui est Laurent Gbagbo, qui ne peut pas se présenter, et aussi Guillaume Soro, qui sont à l'étranger. Donc ça serait déjà une élection partielle, parce que un certain nombre de candidats majeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas se présenter. Donc finalement, ce serait pratiquement une auto-élection d'un candidat, Alassane Ouattara, dont la candidature même est impossible selon la Constitution. Ça ne peut aboutir qu'à des troubles majeurs le 31 octobre. Ceci dit,
il est possible que ce jour-là ne soit pas le seul. Et c'est pas possible que l'histoire se répète, comme disait Marx, elle bégait souvent, hein, c'est-à-dire elle se répète mais de manière approximative. Hein, et si chute il y a de Ouattara, ça sera pas forcément la chute Compaoré en 24 heures. Ça pourrait durer plusieurs jours. Maintenant, d'après mes informations, on va vers une transition. Les états-majors négocient de manière extrêmement intense. Les chancelleries, on a parlé des couloirs d'Accra, de Paris et autres lieux, mais les tractations diplomatiques, c'est tout à fait normal, c'est permanent. Et les tractations, Dieu merci, entre le camp du pouvoir et le camp de l'opposition, c'est aussi l'ordinaire de la vie politique. Après, elles aboutissent ou pas, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des tractations plus ou moins confidentielles qui, un jour, apparaissent à la lumière, en quelque sorte. Vous avez parlé tout à l'heure de cette alliance de l'opposition qui refuse de participer au scrutin, qui a appelé à la désobéissance civile, qui était la première phase de contestation de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. La deuxième phase qui était le boycott actif de cette élection présidentielle. Qu'est-ce qui empêche au jour d'aujourd'hui Pascal Affi-N'Guessan et l'ex-président Henri Konan Bédié de purement retirer leur candidature de cette élection? Oui, alors vous avez raison, hein, c'est une des questions qu'on peut se poser, ça serait logique, ça sera peut-être, vous avez évoqué un certain nombre de phases hein, de la désobéissance civile, c'est un terme d'ailleurs très intéressant qui correspond tout à fait à la philosophie de l'opposition. Je pense par exemple à Laurent Gbagbo au Front populaire ivoirien, ça n'a jamais été une opposition bien évidemment armée, ni même violente. Par contre, à plusieurs reprises, Laurent Gbagbo, alors leader du FPI, a demandé de prendre la rue. Hein, c'est tout à fait autre chose. Alors, vous avez parlé du boycott actif. Ça se traduit en particulier par des barrages de route. Hein, on bloque la circulation, on abat des arbres, etc. On s'affronte aux forces de l'ordre. Des milices civiles, en uniforme ou pas, employées par le pouvoir, ce qui a été dénoncé par les organisations internationales des droits de l'homme à plusieurs reprises, essaie de massacrer, il faut bien le dire, à coups de machette, parfois à coups de feu, ces militants de l'opposition. Et peut-être il y aura un stade où effectivement Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan décideront de retirer leur candidature. À mon avis, ça serait logique, voire souhaitable pour l'opposition, dans un souci de cohérence politique. Michel Gali, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soroki Bafori Guillaume, qui est en exil en France, je le rappelle, a affirmé récemment qu'il n'y aura pas élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire le 31 octobre prochain. Est-ce que Guillaume Soro a les moyens d'empêcher la tenue de cette élection? Alors, autant que je peux voir, Soro, il est beaucoup dans la communication. Hein. Quand j'étais dans une télévision récemment, on m'informait qu'il avait non pas une, mais 3 boîtes de communication qui travaillaient à prix d'or pour lui et qui le fait passer un jour à l'Union européenne, un jour sur telle télévision ou radio, qui traite de manière, comment dirais-je, avec beaucoup de générosité, on va dire par euphémisme, un certain nombre de journalistes ou de médias. Et donc, il parle beaucoup, il parle peut-être trop, mais il faut bien reconnaître qu'il agit peu. Parce qu'on pensait que Soro, ayant été le chef de guerre d'Alassane Ouattara au moins de 2000 à 2011, avait gardé des comparses, des complices dans l'armée, ces ex-milices LPRCI faites de briques et de broc. Or, on ne voit pas pour le moment le moindre début de soulèvement, de putsch, de prise de dépôt d'armes, enfin l'ordinaire d'un soulèvement militaire. Donc, soit il attend le dernier jour, c'est tout à fait possible, hein, soit avec ses conseillers, Alassane Ouattara a pris assez de précautions pour marginaliser certains, en envoyer d'autres à l'étranger,
désarmer ou mettre dehors de l'armée les anciens compagnons de Soro. Mais pour le moment, comment dirais-je, ce que dit Soro, c'est entre guillemets des paroles verbales non suivies des faits réels. Alors la communication est importante, il peut même convaincre via les médias des décideurs, notamment français, qu'il a encore une capacité d'agir, en tout cas de nuire, mais pour le moment, on ne voit pas le moindre début du passage à l'acte. Guillaume Soro, qui, je le rappelle, est en exil en France. Le président Alassane Dramane Ouattara s'est dit ouvert et favorable à un retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais du côté de Guillaume Soro, il ne dit pratiquement rien. Guillaume Soro a-t-il des chances de revenir un jour en Côte d'Ivoire tant que Alassane Ouattara est président? Alors, au risque de vous contredire, je vous dirais que Ouattara a promis à Soro, qui en a attrapé une attaque sur en tout cas de nerfs, la prison à perpétuité. Alors, effectivement, Ouattara a un projet pour Soro, et je pense que Soro a un projet aussi pour Ouattara, dont le ton monte. Et effectivement, si Ouattara a dit à plusieurs reprises, sans que ce soit suivi des faits, qu'il souhaitait le retour de Laurent Gbagbo, quitte à l'emprisonner dès qu'il arrive, il a promis quand même la prison à perpétuité pour Soro. Donc vous savez qu'il y a une sorte de tragicomédie les mois précédents où Soro avait loué un avion qui voulait atterrir en Côte d'Ivoire et qui a dû rester à Accra. Donc je vois mal pour le moment Soro atterrir à l'aéroport d'Abidjan, et de même pour des motifs inverses, je vois difficilement Laurent Gbagbo arriver avant le 31 octobre. Maintenant tout est possible, il suffit que la CPI et l'État hôte, l'État belge, changent les règles du jeu pour qu'il y ait suffisamment de pression sur le régime Ouattara pour que ces deux personnages politiques soient autorisés à non seulement venir, mais aussi, et il faut bien le dire, c'est extrêmement important, que leur protection, que leur sécurité soit assurée. Nous parlons de Guillaume Soro. On va jouer un élément, peut-être un élément préparé par la réalisation qui parle des violences perpétrées du côté de Dabou. Il y a quelques jours, nous avons reçu sur notre antenne l'honorable Bensouk, qui est député maire de la ville de Dabou, qui a fait un certain nombre de déballage, qui a fait le grand déballage, si je peux le dire ainsi, grand déballage de ce qui s'est réellement passé du côté de Dabou. On prend les éléments, cet élément préparé par la réalisation, et on revient avec vous, Michel Gali. Je préfère dire au Tobi que les gens nous attaquent. Ça fait 3 jours, on envoie le micro pour tuer les gens. Maintenant, c'est les corps même qui viennent nous tuer. Donc les microbes sont venus ici? Ils sont déjà là. Où voilà, ils sont déjà là. On a pris hier, on a pris 9. Ils sont venus les libérer pour aller. Nous, on craignait pas qu'ils vont brûler les voitures des gens. Voilà pourquoi on a fait une barrière et puis on les surveille. Maintenant, ils ont enlevé les trucs là. Devant, si les microbes brûlent les voitures, nous on fait comment? Ils vont partir, mais devant, ils connaissent. C'est le problème qui est là. Ici, là, c'est Kotobi. Ok, merci. On doit laisser passer. Ici, c'est Kotobi. Nous, on dit les gens de Bongwana. Ils ont laissé peu. Et nous, on est courant. Nous n'avons pas encore les gens de Bongwana. Non, ils sont venus pour nous tuer. C'est fini, mon frère, c'est bon. Ici, là, c'est Kotobi. Kotobi. C'est Kotobi. Merci. Un carrefour. On ne fait rien. Il n'y a rien. On n'a pas fini. Nous sommes à Kotobi. Kotobi, c'est chaud, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté.
Eh bien, Michel Gali, c'était là un élément préparé par la réalisation d'Afrique Média qui montra un peu le déroulement des événements du côté de Dabou. On voit là des scènes de guerre entre les deux camps. Que vous inspirent ces images du côté de Dabou? Alors moi j'ai pas d'image, j'ai que le son, mais je dirais c'est terrible, hein. Et en même temps c'est l'avantage des réseaux sociaux et des médias comme le vôtre de vivre en quelque sorte l'histoire. Excusez-moi, ça. L'histoire en direct, on entend des coups de feu, des paroles terribles, ils nous tuent. Pardon. Effectivement, donc c'est non pas des microbes comme on le dit, mais c'est des miliciens engagés par Ouattara. On sait notamment le rôle de son frère Ibrahim Ouattara, dit Photocopie, qui est situé à l'hôtel Sebroco. Il y a des forces parallèles, les seules peut-être qui lui soient fidèles. Et donc ils emploient en quelque sorte non pas des microbes, le nom qui est attribués aux jeunes des rues, qui sont délinquants, armés, souvent de couteaux, mais de véritables miliciens, dont on sait les noms de ceux qui les recrutent, les lieux, notamment le quartier Ouassakara à Yopougon, et on sait combien ils sont payés, comment ils sont convoyés par des minibus armés de machettes, parfois d'armes à feu, pour aller réprimer, voire, comme on l'a vu dans l'élément que vous avez passé, tuer des villageois pour se substituer en quelque sorte à l'armée et à la gendarmerie qui a quand même une grande partie des anciennes forces loyales à Laurent Gbagbo, qu'on dit loyalistes, et qui ne sont pas forcément prêts à tirer sur le peuple. Mais je dirais, ces sortes d'atteintes extrêmement graves aux droits de l'homme, de massacres par des corps parallèles employés par Ouattara, tout ça est répréhensible de manière judiciaire et sera sans doute un jour condamné, puisqu'on recense, on garde ces vidéos, ces sons comme vous avez passé, ces photographies, puisqu'il y en a, de ces miliciens, et on remonte les chaînes de responsabilité. Que ce soit un tribunal ivoirien, un tribunal ad hoc comme il y a eu au Libéria ou en Sierra Leone, que ce soit une cour africaine, comme ça s'est passé pour Hissène Habré au Sénégal, que ce soit la Cour pénale internationale, tout cela sera, à mon avis, jugé et les coupables seront châtiés. C'est pourquoi, dans le camp du pouvoir, je pense qu'il y a un certain nombre de défections d'hommes politiques. Hein, je pense à Ousou Jeannot, par exemple, qui s'est auto-exilé en Allemagne, hein, soi-disant président du Sénat depuis plus de 2 mois et qui est silencieux. Et d'autres moins connus, dont les familles prennent l'avion en ce moment en catastrophe ou qui cherchent à se réfugier à leur tour dans les pays étrangers, en particulier en France. Mais tous seront rattrapés par la justice. Leurs biens seront saisis et comme disaient les Ivoiriens, en prenant d'ailleurs une notion asiatique, c'est la loi du karma. Ça sera à chacun son tour. Mais ce que je veux dire, ces scènes terribles, elles seront jugées, hein, parce que tout le monde a décrypté qui attaque qui, ces miliciens pro-Ouattara qui attaquent pour blesser ou pour tuer, et qui les envoie. Donc tout cela, à mon avis, un jour la justice passera. Merci à vous, Michel Gali. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, mais pour l'instant, en marquant le premier arrêt du côté du Standard avec Jamal, qui nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir Jamal, et bienvenue sur Appel sur le continent. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Vraiment, c'est décevant. Ce qu'on constate, c'est que c'est Afrique Média celle qui fait le type d'effort de nous montrer les images. C'est déplorable. Et au Cameroun, nous voyons même des chaînes de télévision qui veulent aller, qui vont même là-bas pour participer à une élection qui est illégale, qui est anticonstitutionnelle. Mais vraiment, il faudrait que nous apprenions à nous respecter. Vraiment, ça c'est du jamais vu dans le monde entier, que voilà quelqu'un qui ne respecte pas la constitution de son pays, mais qui veut entrer frauduleusement, et des chaînes de télévision au Cameroun envoient des envoyés là-bas pour aller participer à une élection illégale. Ça veut dire que demain, Ouattara dit qu'il sera président de la Côte d'Ivoire,
Sur quelle base? Sur quelle construction? Soyons un peu honnêtes. Pourquoi nos présidents noirs refusent de se prononcer? Pourquoi est-ce que nos présidents noirs refusent de dire à ce monsieur de quitter le pouvoir? Pourquoi c'est seulement en Afrique noire qu'on ne peut pas respecter les constitutions? C'est vraiment inacceptable cela. Mais un étranger qui arrive, il organise pour que les gens s'entretuent. Et nous sommes tranquilles sous prétexte que les multinationales européennes sont là-bas, c'est eux qui financent aussi et participent aussi à ces désordres-là. Hein? Donc il faut à tout prix que pour que les multinationales s'implantent en Afrique noire, il faut que les Africains s'entretuent entre eux. Comme ça, eux, ils sont tranquilles. Pendant que les Noirs s'entretuent là-bas, il y a moins de 40 000 Français qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Comment sont-ils entrés là-bas? Hein? Et les multinationales françaises sont là-bas. Et le gouvernement français, Macron, Yves Le Drian, c'est eux qui financent le microbe là, avec Alassane Dramane Ouattara et Bakayoko. Mais il faut que l'Union africaine se prononce. La Cour des droits humains des droits ont déjà demandé, la Cour des droits et des peuples ont déjà demandé que cette élection soit plus vite. Et que Ouattara, il n'y a aucune négociation à faire avec lui. Il n'a pas le droit d'être candidat. Il doit respecter la Constitution. Mais quand même, soyons un peu sérieux. Donc, pour il n'y a que 2 personnes dans le parti, donc Koulibaly qui est mort et Ouattara dans tout le RDP. Mais c'est impensable ça. Et si ce n'est pas Afrique Média qui montre, aucune chaîne ne montre. Aucune chaîne ne montre. Mais il fallait voir lorsque Babo était menacé, toutes les chaînes ont montré. Et toutes les chaînes africaines montraient. Et c'est ce qu'on a vu. Nous avons vu ça. Les observateurs électoraux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont déjà à Abidjan depuis ce jeudi 29 octobre 2020. Selon une source officielle, cette mission d'observation électorale est dirigée par l'ancien Premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.